Allez, à qui j'ai fait peur? Allez, dites la vérité. J'espère que j'en ai fait sursauter au moins un. Faut pas que ce soit un échec de ma vie. Oh, je suis fatiguée. C'est le matin. Oh là là. Eh Francis, tu vois, il y a Antiton à qui j'ai fait peur. Et Akira, tu vois, tu dis personne, mais pourquoi tu parles au nom des autres? Quel est ce besoin de collectif que tu ressens en toi-même? Psychanalyse, mon grand, psychanalyse. T'es trop chaude pour faire peur. Oh, bon, psychanalyse, mais mignon. Il y en a qui ont eu peur. Il y en a qui ont eu peur. J'avais envie de vous faire peur. Je sais pas pourquoi. Peut-être un côté vicieux qui est en moi. Ça fait 6 mois que j'ai pas suivi un live Twitch. Ah bah, bienvenue Arinalda. Attends, faut que je vous montre un truc. C'est trop stylé. Comment on fait? Est-ce que ça va marcher? Non, attends. Parce que là, j'avais planifié exprès pour tout à l'heure. J'avais fait les choses bien. Mais du coup, c'est trop bien. Je peux pas vous montrer. Attends. Il y a un truc qui est trop joli. Et... Non... Non, bah là, ça va pas marcher non plus. J'ai fait les choses trop bien. Du coup, on voit plus. Ah, le dépit. Bon, tant pis, je voulais vous montrer, mais en fait, là, quand vous êtes en follow, quand les gens follow, ça fait un petit cœur rose sur mon flux d'actualité maintenant. C'est trop mignon. Attends, à la limite... Attends. Bon, c'est moche. Mais vous voyez, c'est rose. Avant, c'était gris. Avant, c'était gris, c'était pas beau. Là, c'est rose. Ils ont pimpé Twitch. Voilà. C'était... Ouais, je suis une petite fille. Ah bon, mais Francis, tu t'appelles Francis. Je ne peux que te genrer au masculin dans mon esprit. Je suis sorry. C'est incroyable, hein. Mais en vrai, c'est trop beau. J'ai envie de me moucher. Il va falloir que j'aille me moucher, sinon je vais renifler pendant 3 heures. Bon, bah... Vous restez là. Vous bougez pas. Vous vous mettez sur un pied. Et vous mettez les bras au-dessus de la tête. Et vous chantez... Macarena, ok? Et je reviens, sans bouger les bras du coup parce qu'ils sont au-dessus de la tête. Et je reviens, d'accord? Le temps que je me mouche, je reviens. Bon, c'est un peu loin, mais... Je suis là! Ah, qu'est-ce qu'il y a, mon chat? Mais oui, je t'aime, moi aussi je t'aime. Tu es soyeux. C'est ce moment où tu te mouches et il n'y a rien. Mais ça te fait chier quand même. Je suis en plein dedans. Alors, vous allez bien? Anacoin. Anacoin, c'est quoi? Pour la peine, Anacoin, je te mets VIP. 24 heures, allez. Anacoin, ta bravure, ta fidélité... ta bravoure, ta fidélité, ta... Tu vois? Un peu ton abnégation. Allez, Anacoin. VIP. Ah oui, Help, mais avoue que c'était incroyable. Vous êtes plein d'avoir fait, vous êtes incroyable. Vous êtes incroyable. Bah, du coup, je vais pas tous vous mettre en VIP. Anacoin est la première que j'ai vue, mais vous êtes les bestes. J'aurais aimé avoir des photos. En vrai, si j'avais pu vous voir, j'aurais été heureuse. Comment vous allez? Anacoin, elle va spammer. Pendant 24 heures dans le chat, on ne verra qu'Anacoin. Avec son petit Jams. En vrai, c'est France is my love forever. Ah! Moi, je voyais Francis, my love forever. Franz, genre le mec de Sissi? Mais un Z? Franz. C'est qui Franz avec un S? C'est qui Franz? Vas-y, Francis, on veut tous savoir. Ah bah je comprends, Akira, je comprends. Salut Nebula! Salut Doro! Doro. C'est qui? Mais vas-y, c'est qui Franz? Avec un S. Dis-nous Francis! C'est un chip. Moi je t'appelle Francis, hein. C'est moche Francis. Je me rappelle, ma mère, elle avait un pote. Enfin, mes parents avaient un pote, mais c'était plus un pote à ma mère. Qui s'appelait Francis et on le surnommait Saucisse. Du coup, à chaque fois que je vois ton pseudo, j'ai envie de t'appeler Saucisse. C'est pas fou. Niveau sex appeal, on n'est pas sur un truc de dingue, tu vois.
Bah ouais, help. Bah ouais, ça pique. Si vous connaissez des Francis, vous avez dans votre tête maintenant que c'est saucisse. Ah mais Virginie, c'est que t'as fait au cucu, ça arrive. On a tous des faces comme ça, on comprend. Ah oui, Malcolm aussi. Salut Karma. Franz, c'est un prénom d'un bel homme sexy qui revient de l'armée autrichienne à beau militaire. Bah Franz, c'est le nom de l'empereur quoi, le mec de Sissi. J'adore la voix de Sissi d'ailleurs dans le dessin animé. Franz égale Frisk 18 plus Sans. Ah, c'est un truc d'Undertale. Ouais, mais tu vois, alors même si je sais le background, pour moi, tu restes saucisse, du coup. Peut-être un petit changement de pseudo, tu vois. Ce matin, le programme, quand j'aurai fini de dire des conneries, c'est la suite du magazine d'hier. Et cette fois-ci, j'ai mis Google en fond, comme ça, on pourra voir des trucs. Je l'ai fait un peu hier, mais... Ah bah c'est génial. Ah bah écoute, Francis, si ça te plaît. Je t'appelle Francis, hein. Je t'appelle Francis, hein. Oh, ça va, saucisse, c'est pas un surnom sex appeal. Tu l'appellerais mon chou. Là, ouais, sa meuf pourrait pas aimer. Je pense que tu l'appelles saucisse, elle se tape une barre. Hein. C'est pas grave, Dracolo, c'est pas grave. Vous avez pas besoin d'avoir vu le stream d'hier pour comprendre. En fait, en gros, c'est un magazine que j'avais pas encore lu. C'est une abo qui me l'avait envoyé, qui est fan d'histoire. Et il y a plein de portraits de femmes inspirantes à travers l'histoire avec un grand H. Et hier, en fait, on avait vu quelques portraits parmi l'art et la politique. Et là, pour aujourd'hui, on avait sélectionné du coup 2 autres catégories. Les femmes savantes. Et... Non, je suis pas organisée du tout. Et après, la catégorie d'après qui me titille, c'est... Attends, on va y arriver. On va y arriver. Libre de mœurs. En gros, les maîtresses, le cucu, tout ça, quoi. Sa copine est assez chiante et arrogante. Oh, bah, raison de plus pour t'en avoir rien à foutre de la faire chier, du coup. Comme ça. Et il y a encore une catégorie derrière, mais je pense pas qu'on aura le temps aujourd'hui, hein, parce qu'il faut pas qu'on finisse trop tard le stream, hein, parce que moi j'ai le cinéma à 13h, alors... Oh, ma salle de sport, elle rouvre le 9. Oh là 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 là. En fait, je suis en mode racontage de vie horrible. J'ai pas du tout envie de bosser, hein. Enfin, de bosser. Ma salle de sport, elle rouvre le 9, ils ont envoyé un mail, j'ai vu le planning, j'ai envie de m'inscrire à 5 trucs. Il est où le dernier? Il reste une catégorie, je la trouve plus. Pourquoi? Tu sais ce qu'il faut que j'achète? J'ai trouvé. Ça. Leur combat pour l'égalité. Je veux m'acheter des petits post-it comme ça, là. Mais bon, là c'est très mal fait parce que c'est un truc... Mais tu vois, des post-it exprès pour mettre dans les livres tout fins, là. Ça, je veux, ça. Il est soyeux, ce magazine. Il est très soyeux. Ah, bah grave, Emma. Toujours grave. Grave. Du coup, je vais essayer. Alors, il y a des doubles pages, il y a des 4 pages, il y a des 6 pages. On se tape pas des... Hein. J'essaie de trouver des femmes qu'on ne connaît pas trop. Bon, même si hier, on a quand même lu... Oh, quoique, non, hier, on a quand même pas mal découvert. Hein. Salle de sport, le retour. Et yeah, baby, on va muscler un peu ce cucu flasque. Il y en a besoin. Oui, c'est ça, donc que je veux. Ouais, dans Femme de Science, c'est Marie Curie, clairement. Alors, attends, je cherche. On a Marguerite de Valois. Encore une Marguerite. Alors, pour ceux qui étaient là hier, on a eu on a eu le malheur de tomber sur la reine Catherine. Seigneur Dieu, on a eu 50 Marguerite, 50 Henri, 50 Marguerite... Oh, catastrophe. On était en mode, attends, qui est cette Marguerite? Quelle est cette relation avec ce Henri? Est-ce son père, son frère ou son mari? La réponse, les 3. Non, je déconne, peut-être pas, mais un peu. Alors, du coup là, j'ai une Marguerite de Valois. Laquelle est-ce? Je crois que c'est... Je me demande si c'est pas Margot. Je crois que c'est la reine Margot qu'on a eu hier. Alors, il n'y a pas... Alors, tu sais quoi, on va la chercher. Parce que j'ai fait les choses bien, aujourd'hui. Enfin, bien aujourd'hui. J'essaye. On essaie de glow up un peu les choses, hein. C'est que la deuxième fois que je fais un stream comme ça, alors... j'improvise, hein. Très jolie annonce, Ninon, si je peux me permettre. J'aime beaucoup ton image. Voyons voir. Attends, je vous bouge. Ça vous change rien. Ça ne doit pas vous chambouler physiquement. Marguerite de Valois. Comme ça, on va essayer d'avoir une petite image en même temps. Non, pourquoi Angoulême? Bon, bah les couilles d'Angoulême, wesh. J'ai juste une image. Ah, elle est moche? Non, mais c'est une enfant. Après, les portraits d'époque, c'est pas facile hein, de se rendre compte. Hein. On va prendre une image où elle est pas mal soyeuse, ok? Enfin, on fait ce qu'on peut. Voilà.
Comme ça illustre ma lecture. Bon, ça fait un peu peur, hein, comme ça, vu en gros écran. Mais voilà. C'est... N'est-ce pas? T'as vu tous ces compliments, Ninon, c'est mérité. Hein. Oui, d'ailleurs, j'y serai peut-être au festival d'Angoulême cette année. Pour mon bouquin. Non, c'est pas Angoulême, c'est Montreuil. Je crois, je sais plus. On n'a pas le droit, Bones, en fait. On peut pas faire de vidéo sur de la suite de Amour Sucré. Du coup, Marguerite de Valois, elle est là. Bon, là, elle est là avec un petit peu de vieillesse, mais elle est là. C'est déjà... Elle était belle, hein, de base. Hein. Mais après, j'ai des photos d'elle enfant, si vous voulez. Si vous préférez le côté un peu pédo, je peux vous trouver une photo enfant. Mais j'ai pas tant de choix que ça, hein, c'est... Ça va. Oh, mais elle est petite, la qualité de la photo... Ah, sinon, j'ai Isabelle Adjani, qui l'incarne dans le film. Mais du coup, on va garder celle qu'on avait, hein. On va garder elle, c'est quand même mieux. Alors, Marguerite de Valois, 1553-1615. Ce qui fait qu'elle est morte à quel âge? Allez, travaillez au maths un petit peu là. Allez, on bosse un petit peu. Doit à Alexandre Dumas la double réputation d'avoir été la femme la plus lettrée de son temps et celle pour laquelle la culture n'était que l'antichambre de la galanterie, voire de la dépravation. C'est à la fois trop et trop peu. Oui, parce que en fait, Alexandre Dumas a écrit un bouquin qui s'appelle La Reine Margot. Et comme tous les bouquins d'Alexandre Dumas, c'est basé sur des faits historiques, mais c'est très romancé. Et à l'intérieur, elle baise. Non mais disons-le, on va dire que le cucu à la cour de France n'est pas une option, voilà. Tout le monde baise, entre frangins, enfin, voilà, ça y va un peu, tu vois. Donc, quelle date j'ai mal entendu? Alors, White, je te répète lentement les dates. 1553, 1615. White, c'est à toi de calculer. Donc voilà, Dumas y est allé un peu fort et du coup, la vérité serait un peu dans l'entre-deux. Elle est née dans une cour où nombre de femmes sont cultivées, pour ne citer que sa grande-tante, Marguerite de Navarre. Encore une Marguerite! Ouais! Lors de la réception d'ambassadeurs polonais, en 1573, ne leur répond-elle pas en latin? Mais si! Cela n'en fait pas un prodige. Son éducation humaniste et religieuse est fondée sur cette langue. Sa belle-sœur, Marie Stuart, le pratique aussi excellemment. Et il est peu vraisemblable, quoique très excitant, qu'elle ait fait l'amour en grec avec de la Mole, pour autant qu'il ait été son amant. Oui, ça c'est dans le roman de la Reine Margot. Si vous voulez une histoire romantique avec du cucu, faut lire la Reine Margot. Hein. Clairement, elle a donc 62 ans. Vous êtes bon en maths. Vous êtes bon, hein. Oui, Marie Stuart. Vous aimez bien Marie Stuart? C'est mignon. N'est-ce pas, Antitone? Impressionnant. Est-ce qu'il y a des marguerites dans le chat? C'est des marguerites... Bon, vous avez quelques siècles de retard, mais il y a un moment, on parlait que de vous. Hein. Donc, Marie Stuart est donc sa belle-sœur. Hein. Quant à sa maîtrise de l'italien et de l'espagnol, elle la doit autant au cosmopolitisme des grandes familles de l'époque qu'au rôle diplomatique qu'elle a été amenée à jouer, comme nombre de princesses en ce temps. En réalité, c'est au cours de ces périodes d'isolement qu'elle a approfondi ses connaissances. Ainsi, au Louvre, où quasiment séquestrée après son mariage avec Henri de Navarre, elle s'adonne à la lecture, redécouvre Aristote et Platon, et en tire la conclusion de la supériorité de l'amour intellectuel sur l'amour charnel. Sans pour autant l'exclure. Tu penses? Pas déconner non plus, hein. Marguerite eut en effet beaucoup d'amants. Mais sa correspondance, notamment avec Champvallon, montre à quel point elle exigeait de lui plus que des prouesses sexuelles. Entourée de la fine fleur des lettres et des arts de la Renaissance, elle crée sa première cour à Nérac. En amie et adepte de la philosophie heureuse de Montaigne, elle frotte sa cervelle à la cervelle d'autrui et plaide pour l'idéal platonicien auprès d'hommes de guerre, pratiquant l'amour à la hussarde. Je ne sais pas ce que c'est que l'amour à la hussarde. Amour... Ah non, amour, pas amout. Oh, mais cul. Amour à la hussarde. Qu'est-ce que c'est? Sur le site de J'aime les mots. À la hussarde. À la hussarde est une locution adverbiale du registre familier signifiant brusquement, impétueusement et sans ménagement. Ou alors brusquement, sans délicatesse ni distinction. D'accord. Donc en gros, elle aimait baiser quoi, vraiment. Elle aimait pas faire l'amour, elle aimait BAM. Tu vois? Tu vois, tu visualises bien là, c'est bon. Elle aimait le sexe quoi. Tu vois? Ben, elle a le droit, hein, et chacun son plaisir où il le peut. Hein. C'est au château d'Usson, où elle est prisonnière de 1586 à 1605, qu'elle devient une véritable érudite.
Dans la tradition aristocratique, la culture ne s'étale pas, mais brille par ce qui a été épuré, débarrassé des lourdeurs et des cuistreries. À partir de 1605, elle séduit tout Paris, s'entoure de poètes, Uffé, Malherbe, Desportes, Deviot, de philosophes, Pitard, Dupleix, je connais pas. Dupleix doit vivre dans un immeuble, c'est pas drôle. De poétesses, Mademoiselle de la Tour, de Beaulieu, de Choisy, ou de l'écrivaine Marie de Gournay, pionnière du féminisme. Repas en musique, joute intellectuelle avec ses chevaliers servants, théâtre et lecture d'œuvres nouvelles, L'Astrée connaît ses premiers succès chez elle, elle fait renaître les raffinements de la cour d'Henri III, tout en soutenant les créateurs. Véritable ministre de la Culture, Marie de Médicis... Ah, c'était un peu drôle, Antitone. Oh, dis donc. Véritable ministre de la Culture, Marie de Médicis s'inspire de ses conseils pour tenir sa cour. Elle est le modèle des précieuses de la génération suivante, affirmant la nécessité pour les femmes d'être présentes et actives sur la scène intellectuelle. En vrai, elle a une vie compliquée, Marguerite de Valois, mais j'aurais bien été elle dans une autre vie quand même. Elle a eu une vie de merde sur plein de points, hein. Elle a été emprisonnée, machin, mais, tu vois, c'est pas mal. Genre, elle a été super cultivée, elle était considérée un peu comme une protectrice des arts, elle baisait à tout va, ça va, tu vois. Ça donne envie. Madame du Châtelet. Est-ce qu'il y en a qui connaissent Madame du Châtelet? Madame du Châtelet, l'attraction de Newton. Alors là, il faut que je vois. Madame du Châtelet. Ça a l'air d'être elle. On va vous mettre un petit tableau. Il me faut une bonne qualité, hein. Non, ça c'est pas une bonne qualité. Celui-là est pas mal. Celui-là est pas mal. C'est pas mal, ça. Châtelet-Léal, je ne sais pas. On va voir, Rinalda. C'est qu'une page. On va vite savoir. C'est la station à Paris-Châtelet. Sa tête me parle. Non, mais ils ont tous la même tête sur les tableaux de l'époque en même temps, donc... C'est forcément... Voyons voir. Madame du Châtelet, l'attraction de Newton. Ah, elle était pote avec Voltaire. Apparemment. Intéressant. Intéressant. C'est le baiser à tout va qui te plaît. La baise à tout va. Enfin, en gros, c'est juste que... je pense que quand t'as une liberté de mœurs, qu'en gros tu peux faire l'amour quand tu veux, où tu veux, avec qui tu veux, t'as quand même une pression en moins dans la tête. Genre si t'as pas cette pression en mode ok, faut que je sois fidèle, lui il me plaît mais je peux pas. Tu sais, c'est un espèce de carcan mine de rien d'être en couple. Alors, un carcan qui te rend heureuse, attention, parce que si ça te rend pas heureuse, il y a un problème. Mais le fait de pas avoir cette pression dans la tête et de te dire ok, bah je fais ma vie et je baise où je veux, quand je veux, ça doit quand même être, tu vois, très libérateur. Très libérateur. Je ne le vivrai sans doute pas dans cette vie, mais je trouve ça très sympa. Oh, une copine. Ah, tu connais qui? Madame du Châtelet? Mais c'est assez risqué à cause des MST. Oui, mais à l'époque, justement, il n'y avait pas ces questions-là, personne ne connaissait. Enfin, si, ils avaient le... Oui, c'est risqué. Mais en fait, pareil, ça dépend comment tu vis le truc. En général, ceux qui étaient libertins, ils s'en battaient les couilles, tu vois. C'est une charge mentale que t'as ou que t'as pas. Nous, on l'a. Beaucoup de gens avant l'avaient, hein. Y avait plein de gens qui étaient fidèles, cathos, machin. Mais t'en avais, ils l'avaient pas, tu vois. Et je trouve que cette liberté-là, même si elle est illusoire, hein, au final, bah, elle donne envie, quoi. Mais la dame d'avant, elle était dans la catégorie femme de science ou livre de mœurs. Femme de science, Tammy, figure-toi. C'est pas incompatible. Voyons voir pour Madame du Châtelet. Parce que là, on parle de sexe, c'est cool, mais c'est pas la question. Hein. Gabrielle Émilie Le Tonnelier de Breteuil. Attention, j'ai ses dates. Déjà, son nom est très long. Ses dates, les scientifiques. On note 1706-1749. À quel âge est-elle morte? On calcule. Ah, ok, Anna. Donc, Gabrielle Émilie Le Tonnelier du Breteuil appartient à une grande famille aristocratique grâce à laquelle elle reçoit une éducation très poussée. Douée pour les études, elle apprend le latin, le grec, l'allemand. Merveilleuse claveciniste, elle danse, joue la comédie et chante l'opéra avec talent. Très jeune, elle fréquente la cour du régent et goûte avec plaisir aux frivolités. Coquinette, va. En 1725, elle épouse le marquis du Châtelet, son aîné de 12 ans, avec lequel elle a 3 enfants. Son mari, accaparé par sa carrière militaire, laissera à sa femme une grande liberté.
Et en raison de ses qualités intellectuelles exceptionnelles, elle se consacrera de plus en plus à l'étude de la physique et des mathématiques, deux disciplines largement masculines. 43 ans. Bravo mes scientifiques. Salut Chani. Sa rencontre avec Voltaire en 1734 est déterminante dans l'affirmation de son statut de femme savante. Le philosophe, alors en disgrâce, est accueilli par la marquise dans son château de Cirey-sur-Blaise. Amant et compagnon, il l'encourage dans ses travaux. Pour lui, les compétences intellectuelles d'Émilie dans les domaines de la physique et des mathématiques sont indubitablement supérieures aux siennes. Le grand homme va jusqu'à la considérer comme son égale et l'encourage à donner libre cours à sa soif de savoir. Si leurs 15 années de vie commune sont tumultueuses, Voltaire ne cesse de vanter l'intelligence d'Émilie. Madame du Châtelet se passionne pour les travaux d'Isaac Newton, qui marquent fortement l'histoire des sciences. Philosophe... Ouais, bon, il y a un titre en latin, Bon, allez. Philosophiae Naturalis Principia Mathematica, publié en 1686, est considéré comme son chef-d'œuvre. C'est dans cet ouvrage qu'il développe la théorie de la gravitation universelle. La marquise en entreprend la traduction. Pour ce faire, elle s'entretient avec les plus grands physiciens de son temps, comme Maupertuis ou Réaumur. Elle étudie les travaux de Leibniz et entre en contact avec le naturaliste Buffon. En 1746, elle devient membre de l'Académie des sciences de l'Institut de Bologne, au château de Lunéville, où elle séjourne avec Voltaire à partir de février 1748. Elle connaît une dernière passion avec le poète Saint-Lambert. Enceinte, elle meurt quelques jours après son accouchement en septembre 1749. Voltaire, éploré, se chargera de la publication de sa traduction de Newton, unanimement saluée à sa parution. Putain, c'est dingue! C'était le grand amour de Voltaire, en fait. Et du coup, c'est pour ça, elle est morte en conséquence de couche, en fait. Je la connaissais pas du tout. Je crois que j'avais vu, quand on était à Saint-Genis, on avait visité un château à Ferney-Voltaire, qui était un des châteaux de Voltaire, et ça parlait d'elle. Mais j'avais pas trop de souvenirs. On n'avait pas visité le château, on a visité que les jardins. Ah, elle avait l'air cool de ouf, hein. Les salonnières. Ah oui, mais c'est trop long. Sophie de Grouchy. Vous connaissez? Ah, il y a plein de petits trucs, c'est trop intéressant. C'est une page, je me dis c'est pas très long. Oh non, Miss Geek, il y en a plein qu'on connaît pas. Salut Danisha. Sophie de Grouchy. On va la chercher. On a une illustration. Ah, ils n'ont pas de grand tableau. C'est la photo que j'ai, enfin le tableau que j'ai. Ah, celle-là va être un peu mieux, je pense, niveau qualité. On voit pas mal. Bah, il y a pas mal de meufs qui étaient, dont on sait pas grand-chose à Nacoin. Francis, t'es con. Toi, j'ai dit t'es con, j'arrive pas à dire t'es une meuf. J'ouvre ma fenêtre, hein. Fait chaud. Sophie de Grouchy, je connais pas du tout. Elle a trop une bonne tête. Ouais, elle est kikou, hein. Ouh. Elle est poupette, la choupette. Attends, j'ai plein de notifs. Sophie de Grouchy, l'esprit humain au plus haut. Prenez-vous ça, niveau modeste. Sophie de Grouchy a 22 ans lorsqu'elle épouse en 1786 le marquis de Condorcet, de 20 ans son aîné, éperdument amoureux, fasciné par l'immense culture, l'intelligence et la beauté de la jeune femme, familière de la pensée de Voltaire, de Jean-Jacques Rousseau et de Montesquieu. Considéré par Voltaire comme l'égal de Pascal, Condorcet est alors le plus prestigieux des philosophes vivants, dont Sophie partage l'idéal de justice sociale. L'année suivante, elle ouvre son salon où se pressent jusqu'en 1789 les plus grands noms de la littérature et de la philosophie. Chamfort, Beaumarchais, Chénier, et aussi le protégé de Benjamin Franklin, Thomas Paine, célèbre publiciste en faveur de l'indépendance des colonies américaines. De son côté, Condorcet rejoint en 1788 la Société des Amis des Noirs qui milite en faveur de l'abolition de l'esclavage, tandis que Sophie traduit la théorie des sentiments moraux d'Adam Smith qu'elle fait suivre de ses lettres sur la sympathie. Ça c'est pareil, il y a une triple page qui avance sur les salons, les salonnières. Donc en gros justement, les salons c'est des femmes de bourgeoisie qui recevaient philosophes, auteurs et tout, et ils discutaient comme ça pendant des soirées entières. Et ça c'était tellement incroyable.
Le savoir, la finesse, les qualités et l'autorité intellectuelle de son épouse ne sont pas étrangères à l'intérêt que porte Condorcet au sort des femmes, le menant à rédiger, en 1790, peu après la naissance de leur fille Elisa, le premier manifeste occidental relatif aux libertés des femmes, sur l'admission des femmes au droit de cité, paru dans le Journal de la Société de 1789. Tous deux ayant en commun le goût de la liberté qu'ils associent à la République, le salon de Sophie adopte un caractère de plus en plus républicain, réunissant les talents et les bonnes volontés de ceux qui en désirent le triomphe, selon eux indispensables au bonheur et à l'égalité des citoyens. Son salon réunit Payne, Achille François de Lascaris, le marquis du Châtelet et Nicolas de Bonneville. Bien qu'elle ne soit pas parvenue à convaincre le juriste suisse Étienne Dumont de les rejoindre, ce dernier insiste sur son implication dans la société lorsqu'elle traduit l'appel inspiré par Condorcet, mais composé par Payne, signé par du Châtelet, imprimé par Bonneville et placardé sur les murs de Paris le 1er juillet 1791, avant de fonder 10 jours plus tard le Républicain. Bon, elle a joué un rôle dans le bordel, quoi. C'est pas forcément utile de mettre tous les mecs qui ont participé, quoi. On dit que elle suffit, ça suffit. Ouais, Alice, mais on va dire que c'est des gens un peu moins... Oui, Thomas Paine, on l'avait vu, effectivement. Thomas Paine, on a déjà parlé de lui, ouais. Par ailleurs, Sophie s'intéresse aussi aux questions pédagogiques abordées dans Lettres sur la sympathie, et auxquelles son mari consacra 5 mémoires et un rapport. Elle s'enflamme lorsqu'après la proclamation de la République le 22 septembre 1792, la Convention confie à Condorcet la préparation d'une constitution. Mais ce dernier, décrété d'accusation pour avoir appelé les citoyens français à s'élever contre la Constitution, à ses yeux illégalement adoptée en juin 1793, se cache durant 9 mois. À la demande de Sophie, il rédige l'esquisse d'un tableau historique des progrès de l'esprit humain, publié en 1795. Le 29 mars 1794, elle apprend sa mort en prison. Tout en veillant à l'éducation de sa fille, elle consacre le reste de sa vie à répandre le message philosophique de son mari, dont elle était en grande partie l'inspiratrice. Avec l'aide de son beau-frère, le docteur Pierre Cabani, de Joseph Garat et d'Antoine-Alexandre Barbier, elle publie entre 1801 et 1804 20 volumes de ses œuvres. Peu de temps avant sa mort en 1822, elle s'attelle à une réédition de l'esquisse. Philosophe républicaine convaincue, intellectuelle et prise de liberté, Sophie, en fille des Lumières, s'attacha à en préserver et transmettre l'héritage. Alors, je suis grave curieuse de savoir si elle s'est barrée de Paris ou pas. Parce que j'ai l'impression qu'elle est restée pendant la Révolution à Paris. Alors que c'est quand même grave improbable, parce que clairement, tous ceux qui avaient un attrait avec un peu la bourgeoisie, c'était pas bien vu de ouf, quoi. C'est fou, hein? Toutes les femmes comme ça qu'on connaît pas, qui sont un peu dans l'ombre. Eh oui, Arinalda, de ouf. Salut la limade. Elle est morte comment? On dit pas. Je peux peut-être trouver. Décès Sophie de Grouchy. Elle est morte en 1822, oui c'est ça. Attends, Wikipédia, ce qu'ils disent. Ils disent juste quand elle est morte. Ils disent pas comment. Attends, je scrolle la biographie. Non. C'est ouf. On sait pas. Elle a dû mourir de vieillesse, je suppose, du coup. De maladie. À 58 ans. Il dit juste de maladie. C'est le mystère. Elle a fait un bon boulot. Ouais, grave. Ouais, Akira, c'est clair. De plus en plus. Ça se fait de plus en plus. Bah écoute Sophie, bravo madame. On a Louise de Keralio. Est-ce que ça vous dit quelque chose? J'ai pas lu avant, hein, donc... Oh, on n'a pas grand chose niveau portrait là. Ouf. On a que dalle. Ça doit... Je vais vous mettre ça, hein. Ouais, grave, Arilda. C'est qu'une page. En fait, quand c'est qu'une page, j'ai pas trop d'hésitation pour vous le lire. Hein. Mais bon, après, il y en a 50 avec une page, donc... Peut-être pas... En fait, j'essaie de prendre aussi ceux qu'on connaît pas du tout.
Genre Marie Curie, bon, on connaît tous au moins 2 noms, tu vois. J'essaie de prendre des noms qui nous disent pas grand chose ou qui sont moins connus dans les parcours. C'est incroyable comme ma mémoire, à peine 10 secondes après, oublie tout ce que t'as lu. En fait, le but dans un truc comme ça, c'est pas de tout retenir. C'est juste, par exemple, tu peux retenir que des anecdotes. Par exemple, que Voltaire a kiffé une meuf scientifique. Par exemple, tu vois. Il y a plein de petits... Après, tu peux revoir la rediff si tu veux prendre des notes ou des trucs, mais dans les magazines, je trouve que le but, à part si tu prends des notes, c'est vraiment de retenir plutôt des anecdotes ou des trucs qui te marquent. Et moi, je prends des notes en général quand je les lis dans le train. Sinon, j'ai une mémoire de merde, donc j'oublie tout. Attends, j'ai une notif. Pourquoi il y a ça qui... Ok. Il y a quelqu'un qui a quitté un groupe de conversation qui n'avait pas été actif depuis 10 ans, donc... On dirait qu'il n'y a que moi. Mais non, il n'y a pas que toi. Donc, Louise de Keralio, un journal sinon rien. Je ne crois pas que les femmes puissent jamais avoir aucune part active au gouvernement. Et je crois que le plus grand bien que puisse faire la Constitution aux mœurs publiques est de les en écarter pour jamais. Contentes d'apprendre à leurs enfants les décrets de l'Assemblée, elles n'ambitionneront ni de les faire, ni de les dicter. Ainsi s'exprime Louise de Kellario en 1789. Et lorsque son époux devient conventionnel, elle s'efface modestement derrière lui. A pourtant été l'une des femmes de lettres les plus en vue dès le début de la Révolution. Louise fait partie de ces cercles républicains plutôt bien représentés dans les élites. Le 14 mai 1790, elle épouse Louis Robert, avocat et activiste lié entre autres à Danton. Elle associe son nom et celui de son époux, Keralio Robert, une innovation d'état civil. Donc pour la première fois, en gros, elle avait les 2 noms de famille collés, quoi. Elle tient salon à Paris, rencontrant les élites révolutionnaires, en particulier celles du futur courant girondin. Dans son salon, elle joue son rôle de femme influente, d'autant plus qu'elle est, avant même la Révolution, très bien insérée dans les réseaux de l'édition et du journalisme. En effet, Louise est incontestablement une femme des Lumières. Auteure d'une vie d'Élisabeth I, traductrice d'ouvrages historiques anglais, elle a également publié entre 1786 et 1788 14 volumes d'une collection des meilleurs ouvrages français composés par des femmes dédiés aux femmes françaises. Son père, officier et professeur à l'école militaire, et sa mère, femme de lettres, ont encouragé une vocation littéraire précoce. Les premiers écrits de Louise remontent à 1772. Elle est même reçue comme correspondante de l'Académie d'Arras, que dirige en 1787 un certain Robespierre. À partir de 1789, son activité dans la presse est considérable. Si elle tente en vain d'ouvrir une imprimerie, elle sera en revanche la première femme rédactrice en chef d'un journal, le Journal d'État et du Citoyen, qu'elle fonde en août 1789 avec la devise, reprise ensuite par les Jacobins, vivre libre ou mourir. Putain, elle a créé plein de trucs. Femme d'influence, elle l'est aussi. Elle a très largement contribué à l'adoption du tutoiement républicain, ou de l'appellation citoyen. Sans doute son effacement derrière son époux, ainsi que ses positions très conservatrices quant à la place de la femme et de l'homme, explique-t-il qu'elle soit tombée dès 1793 dans l'oubli. Son républicanisme sexiste fut pourtant l'un des fondements réels de la Troisième République. C'est dingue! C'est à elle qu'on doit ce truc-là. Le citoyen ou le tutoiement, et vivre libre ou mourir. C'est énorme, c'est les fondements du truc, quoi. Et à côté de ça, c'est marrant. En fait, ce que j'aime bien, c'est que pour le coup, on aimerait bien, tu vois, que ce type de femme ait justement des pensées féministes, avant-gardistes et tout, mais non, elle était très conservatrice pour ça. Ça fait plus réaliste, tu vois, je trouve. Je veux dire, plus réaliste de l'accepter et pas de faire genre, oui, peut-être qu'au fond d'elle, bah non. Elle voulait pas, hein. Un certain Robespierre, coup dur. Son nom, Louise de Keralio. Et encore une femme qui a survécu à la Révolution, hein. Quoique, attends. Je dis qu'elle a survécu. Si elle était pote avec les... Attends. Louise de Keralio. Mort. Ah, tu vois, Louise de Keralio, premier truc qui sort, féministe. Ah non! Oh là là, elle est morte en 1821. Elle a donc bien passé la Révolution, hein. Louise Félicité de Keralio. Est-ce que je peux voir comment elle est morte?
À 64 ans, du coup. Ça va. Franchement, avoir vécu la Révolution française et mourir à 64 ans, c'est une victoire, hein. Je veux rien savoir. Comment elle est morte? J'aime bien savoir. On ne sait pas. J'aime pas quand ils disent pas. Ah! Le 6 août 1792, elle subit l'attaque de 3 royalistes qui tentent de lui enlever sa cocarde. Elle se défend seule avec un petit couteau, des réponses fermes et un rouleau de musique et les met en déroute. Elle expose cet attentat à la tribune des Jacobins. Putain, hein? Sacrée bonne femme, hein? Ouais, ça doit être ça, Akira, ouais, j'avoue. Oui, il y a le certificat de décès, mais... Citoyen, citoyenne. Bah, en gros, c'était pour mettre l'égalité, en fait, Francis. Et pareil, le fait que tout le monde se tutoie. Il y avait plus de jugement de classe. Qu'est-ce que tu comprends pas, Francis? Ouais, Arinalda, grave. Bah, à mon avis, Révolution française, l'espérance de vie était pas folle, hein. Si on prend comme ça. Pose ta question, vas-y, Francis, t'inquiète, y'a pas de question idiote, hein. Je cherche le prochain. Attends, il est quelle heure? 10h40, ça va. J'ai envie de tout lire, tout est intéressant. George Sand, mais on la connaît. Simone de Beauvoir, pareil. Mais Simone de Beauvoir, de toute façon, il y a plusieurs pages. Hein. Elle est sexiste ou pas? J'ai pas compris ce point. Non, elle est pas sexiste. En fait, en gros, tu peux pas mettre sexiste pour le thème de l'époque. C'est-à-dire qu'elle était conservatrice. En gros, à l'époque, les femmes, on est d'accord que c'était pas de travail, c'était s'occuper des enfants, s'occuper de son mari, s'occuper du foyer. Et elle était conservatrice, c'est-à-dire qu'elle voulait conserver ces valeurs-là. Elle n'était pas progressiste. En gros, conservatrice, c'est conserver les valeurs actuelles. Progressiste, c'est vouloir avancer, changer les choses. Elle était conservatrice au niveau des valeurs des femmes. Est-ce que c'est un peu plus clair? Le concept de sexiste, à l'époque, ça n'existait pas, en fait. C'est un concept récent qu'on peut pas transmettre... Enfin, on peut le dire, mais c'est comme dire raciste. C'est comme si tu dis, vas-y, à l'époque de Louis XIV, les gens étaient racistes. Bah oui, mais à l'époque, c'était pas... Pour eux, c'était la vie, en fait. C'était pas... Ils avaient pas l'impression d'être méchants. C'était juste, pour eux, c'était comme ça, genre... Il y avait des races plus supérieures à d'autres. C'était dans leur éducation. Donc, c'est des concepts actuels qu'on a acquis en évoluant, etc., avec notre société, mais on peut pas les transposer, tu vois. Ce serait anachronique, exactement. Merci Yannick pour le follow. De quoi, Rinalda? À la Renaissance, c'était 30 ans, dit Google. Ah, l'espérance de vie. Ah, ça pique, hein. Ça pique, ça pique. On va passer au livre de mœurs. Et puis, on verra si on a le temps pour repasser. C'est ça, on a tendance à utiliser nos notions féministes, sexistes, etc. pour comprendre le passé, alors que ça ne se passait pas comme ça. Ils avaient absolument pas cette vision des choses à l'époque. Ouais, bah oui, de ouf. C'est pour ça. Après, autant féministe, même si le terme est anachronique et ne devrait pas être employé, on peut prêter des valeurs féministes pour des femmes de l'époque. Par exemple, celle qui avait rédigé les droits des femmes et des citoyennes pendant la Révolution française, il y a une femme qui a rédigé ça, j'ai plus son nom en tête. Elle, pour le coup, on peut lui mettre des valeurs féministes si on met les termes de l'époque, mais même pour l'époque, c'était pas... Enfin, le concept n'existait pas de féminisme, en fait. Donc, faut faire attention de pas prêter aux gens des attentions qu'ils n'avaient pas, quoi. C'est pas... Olympe de Gouges, merci Maninon. Pratique d'avoir une passionnée d'histoire dans la team. Alors, passons un petit peu au livre de mœurs. Elles étaient corsetées dans leurs vêtements, emprisonnées dans un cadre légal, les réduisant au rang d'éternelles assujetties. Certaines se sont décidées pour un choix audacieux, celui de briser leurs chaînes et de jouer librement de leur séduction. D'autres ont fait du corps des femmes une arme fatale. Toutes ont œuvré au service de la liberté. Mais il y a tellement de romans graphiques bien, Alice. Abusé. Bonjour, Kagome. Oui, dans ces cas-là, il faut bien préciser peut avoir des penchants féministes, mais pas dire était féministe. Nos profs nous tapent sur les doigts sinon. Ouais, non, mais clairement, tout à fait.
Tout à fait, tu fais bien de le dire. J'ai envie de tous les lire, c'est scandaleux. Alors, on va éviter les trucs de 15 pages. Mais il y a beaucoup de longues pages là pour le coup. Hein. Oh, il y a Brigitte Bardot. Ouais, il y a beaucoup de grosses pages. On va faire les petites pages déjà. Hortense et Marie Mancini. Ça vous dit... Est-ce que ça vous dit quelque chose déjà? Marie Mancini, ça peut peut-être vous dire quelque chose. J'ai pas plus gros comme tableau. Oh, vous m'enquiquinez. Ah, j'ai. Je fais dans l'ordre du magazine, Arinalda. Du tout? Oui, bravo Lalimade. Marie Mancini, c'est la première, on va dire, vraie grosse amoureuse de Louis XIV. C'est la nièce du cardinal de Mazarin. Et Louis XIV voulait l'épouser. Et le cardinal et la reine régente ont dit non, c'est pas possible, c'est une rien du tout, elle a pas de... Non, tu dois épouser une princesse d'un autre pays pour la paix, quoi. Et du coup, bah, ils ont répudié Marie dans un couvent. Voilà, dans la comédie musicale, on le voit, oui. Je ne sais pas du tout c'est laquelle. Je ne sais pas si c'est celle de droite ou de gauche. Non, parce que j'ai le même tableau là sur la... Mais c'est pas précisé non plus. Tu vois une grosse différence d'un colosse. What? Qu'est-ce que c'est que tous ces follow? C'est pas des bots, hein? C'est trop bizarre. Parce qu'il n'y a pas eu de raid, donc... Je sais pas, il y a eu une grosse vague de follow, mais enfin, pour le coup, les pseudos sont différents. Ouais, c'est peut-être le bot. Je sais pas. Ouais, Akira, de ouf. Je sais pas, c'est peut-être un bot. J'ai jamais eu ça encore, donc... Les pseudos ont l'air quand même très différents, donc... Non, peut-être un bug, je sais pas. On se noie. Non, non, c'est bon, c'est bon, c'est bon. Mais du coup, Ah ouais, il y a encore. Et comment on fait pour empêcher ça? Parce que là, il y en a plein. Bon, ça change rien, hein, mais... C'est un red bot, du coup, ça veut dire quoi? Que c'est automatique? Que c'est pas... C'est pas des gens, du coup. Comment on peut faire pour ça? C'est Twitch qui va les enlever. Donc ils vont partir de toute façon, t'inquiète pas. Ok, donc on s'en fout. En fait. Francis. Mais si vous arrivez à parler, ils arrivent par vague, donc... Du coup, on s'en fout. Oui, non, je pense pas que ce soit des gens non plus. C'est trop d'un coup. C'est un gars qui se fait un kiff et qui envoie des bots sur le live de quelqu'un. Ok. Bah du coup, si Twitch les vire, on a rien à faire, donc... De toute façon, on peut rien faire. Je peux pas ban les gens. Hein. Y a rien à faire, donc... Bah, laissons-le faire, hein. C'est peut-être une classe. T'as de la chance, nous, ils nous insultaient et ils pourrissaient le chat. Mais c'était des bots ou c'était des gens? Parce qu'à la limite, s'ils spam ou qu'ils écrivent des conneries, ils peuvent être... Coucou, tu as un outil pour retirer les bots sur une durée donnée. Et comment on fait? Ouais, attends, parce que si ça vous perturbe... Salut Priscami. Je crois que ça va avoir des vagues. Ouais, mais... Twitch les retire pas, c'est à toi de le faire. Tu veux que je banne tout ça? Oh, c'est relou. Comment on fait? Parce qu'il y a quand même beaucoup de pseudos, hein. Puis comment je sais, moi, s'il y a des gens vrais là-dedans La glace, elle est nombreuse. C'est un amphi, là, qui arrive. Quand tu dis strike, ça fait quoi? C'est genre, il les tège? Ça va être long, mais grave. Est-ce que je peux les ban, moi? Non, je peux signaler, mais... Non, faut surtout pas les ban. Ah! Pourquoi? Il faut juste signaler à Twitch. Ok.
Ne les banne surtout pas. D'accord, d'accord. Donc il faut signaler... Est-ce que Ninon, tu peux le faire? Attends. Où se trouve le problème? Ah mais non, mais... Ah oui, signaler plein machin... Je sais pas comment on peut faire. Ouais, je veux bien Lilium, ouais. On était à 400 follow et 2 semaines après, on était à 200 sans les bots. Oui, donc Twitch fait le ménage tout seul. Twitch fait le ménage tout seul, du coup. Pourquoi ça supprimerait tous mes follow? Ouais, envoie à Ninon, du coup. Mais non, je vous supprime pas, elle panique pas. Oui, donc du coup, il y a rien à faire. En gros, Twitch, il fait la remarque et il les dégage. Gros, coucou mon gros. On a eu des bots qui nous ont follow à l'instant. Du coup, on a mis en pause Hortense et Marie Mancini. Cette tristesse. On savait juste qui était derrière ça, du coup, on a ban l'auteur du bot. Comment t'as su? Je fais ça, tu verras, c'est très simple et rapide. Ok, super. Bah, Liliane t'envoie à Ninon, du coup. Une invasion de l'étoile noire. Ah non! Les sites, c'est plus sexy. Salut le sub. Ah, trop cool, love, Madame Ibine, tu vas bien? C'est flippant quand tu dis que 200 robots te follow. Non, je m'en bats les couilles. C'est pas des robots, c'est un programme. C'est juste chiant parce que ça change le chiffre, tu vois, mais... Pour le coup, ça me traumatise pas, hein. Je veux dire, j'en ai vu d'autres en même temps, mais... C'est pour ça, en vrai, si Twitch fait le ménage tout seul et que j'ai rien à faire... Comment t'as poussé... Donc ça veut dire que le gars qui a envoyé les robots, il est là? Il est dans le truc? Genre, il regarde le stream? Francis. Mais je vois pas, en plus, j'espère... Alors, personne qui a fait ça, j'espère que t'as rien payé pour ça, hein. Parce qu'en vrai, enfin, je sais pas si ton but était de m'aider ou d'être gentil ou de me faire chier. Si c'est pour m'aider, ça m'aide pas, parce que de toute façon Twitch va les virer et des follow fictifs, ça sert à rien. Et si c'est pour me faire chier, je m'en fous total. Donc Mais donc ouais, je ne t'en veux pas, hein. Sache que voilà, si t'es un abonné gentil ou que juste t'es pas quelqu'un de toxique ou quoi, j'ai pas de rancune, hein. Juste tu peux arrêter, hein. Ça sert à rien, hein. C'est les gardiens de la galaxie le truc. Ouais, non mais je m'en fous. En vrai, ça me traumatise pas du tout, hein. Bah oui, je m'inquiète. Non mais on sait jamais, ça se trouve c'est parti d'une bonne intention. Je sais pas, c'est possible. Ou alors la personne voulait juste rigoler et... Je comprends, hein, mon frère a été un des très très gros trolls de jeuxvideo.com pendant très longtemps, donc... Même si c'est pas mon délire, je comprends, hein, que ça puisse faire être drôle de faire chez les gens, donc c'est juste que bon, moi en l'occurrence, ça m'en je m'en fous. C'est tout. C'est pas... Autant communiquer, hein. Donc voilà, sache que je n'ai pas de rancune, hein. Si tu veux rester, on continue avec Hortense et Marie Mancini. Mais les bots, du coup... En plus, si tu dépenses du pognon, c'est quand même con, parce que Twitch va les virer. Je veux dire, ça sert triplement à rien, ton truc. Non mais c'est vrai, c'est con. C'est payant de faire ça. Ça fait flipper. Bon non, c'est des follow. C'est plutôt cool en vrai visuellement, tu vois. C'est juste que bah comme Twitch va les virer et que c'est pas des vrais gens, la joie est éphémère, tu vois. Là, la première fois que tu as la Mac, t'es oh mais qu'est-ce qui se passe? Mais tu comprends vite que c'est pas des vrais gens. À part s'ils sont vraiment singulièrement coordonnés, mais au bout de 3 fois, tu comprends que Là j'exagère, mais je vois Thibaut dire un cambrioleur qui tremble parce qu'il est pas sûr de lui. Non mais respire. Non mais c'est vrai, en vrai. Je sais pas combien ça coûte, ouais. Je sais pas si c'est payant, si c'est gratuit, mais si c'est payant, ouais. Ça fait du pognon, quoi. Je veux dire, garde ton pognon, hein. Fais-toi un petit kiff. Mais ça se trouve, en plus, si ça se trouve, peut-être que la personne s'est dit que ça m'aidait. J'en sais rien. C'est pas... Ah bah voilà, attends, bah du coup, je quitte mon truc, moi. J'ai cru un raid au début. Ouais, moi aussi, mais c'était bizarre le truc de follow. Bon, du coup, on fait Hortense et Marie. Pendant ce temps, Ninon, elle me dit s'il faut que je fasse un truc ou quoi. Ouais, Dracolos. Sauf si c'était un raid de follow.
C'est genre comme nous on a fait le vague d'amour hier, mais en mode allez, on se follow tous. Mais c'est pas bon non plus parce que les gens resteront pas forcément, tu vois. Donc l'un dans l'autre. Attends, j'ai un message. C'est big. On se dit des conneries. Attends, je pars manger, dame de cantine. Bonne chance, Arinalda. Hortense et Marie, du coup. Hortense et Marie Mancini. Donc Hortense doit être la sœur de Marie. Ça me fait rire comment... C'est genre... Vous étiez tellement stressés alors que moi... je suis devenue zen dans ma vie. J'y ai pensé, Dracolos. J'y ai pensé pour le stream de ce soir de refaire un stream découverte de petits streamers. J'ai juste peur que le soir, il y ait des trucs un peu checheux. Parce qu'à 16h30, bon... Tu sais... La vie pousse, tu vois, la vie va, mais je sais pas si 21h, on risque pas de tomber sur des gens bizarres. Je ne sais pas. Bon, Hortense et Marie. Une liberté cardinale. Les 5 Ça commence bien. Les 5 nièces Mancini du cardinal Mazarin ont défrayé la chronique, à l'exception de l'aînée, Laure, duchesse du Mercœur. Un phénomène puisqu'elle fut heureuse en mariage. Marie et Hortense sont les plus romanesques et les plus émouvantes dans leur fuite éperdue pour conquérir leur liberté. Non pas tant celle de prendre des amants, l'exemple de l'adultère ne vient-il pas du roi lui-même, mais fuir mari et domicile conjugal, là est le scandale. Hortense, moins emportée et révoltée que Marie, se résout à cette transgression parce que trop c'est trop. Un oncle dont elle est la préférée mais qui les traite en esclaves. Enfin il est crevé, s'exclame-t-elle lors de sa mort. Oui quand même. Et un mariage forcé avec le duc de la Melraille, d'une jalousie féroce et d'une pruderie insensée. De plus, Hortense est séquestrée en province, l'horreur absolue pour une femme de la cour, et elle ne peut disposer de son énorme dot de 30 millions. Ah oui, ça fait du pognon. Ça fait... C'est du pognon. Elle s'enfuit donc à Rome, chez Marie, alors mariée au puissant connétable Colonna. Celui-ci a été heureusement surpris le soir des noces de découvrir qu'elle n'avait pas été la maîtresse de Louis XIV. Mais les grossesses difficiles, les infidélités de Colonna, et bientôt les siennes, la décident à s'enfuir avec Hortense. Cette dernière sera la maîtresse du duc de Savoie, puis celle du roi Charles II. Elle a obtenu le soutien de Louis XIV dans les procès qu'il oppose à son mari et a échappé au couvent. Elle trompe Charles II avec le prince de Monaco, mais aussi avec Lady Anne Palmer. Qu'importe, son salon est le plus célèbre de Londres, animé par l'écrivain Saint-Évremont, dont elle partage les idées libertines, c'est-à-dire sceptique à l'égard de la religion. La cour d'Angleterre lui assure une liberté de conscience qu'elle n'aurait pas eue en France. Marie, impérieuse et plus ambitieuse pour avoir rêvé d'être reine, erre de couvent en couvent, traquée par son mari, et ne reconquiert sa liberté qu'après sa mort. En Espagne, elle se rapproche de la reine douairière, Marie-Anne de Neubourg, mauvais choix, qui ligue contre elle Français et Espagnols. Les deux sœurs payèrent leur désobéissance conjugale au prix fort, l'exil et la privation d'une partie de leurs biens. Mais alors qu'Hortense tira gaiement son épingle du jeu, Marie ne se remit jamais des désillusions de sa jeunesse. Reste que toutes deux, en écrivant des mémoires proclamant à la face de toute l'Europe l'odieuse tyrannie de leur mariage, ont donné aux femmes de leur siècle une étonnante leçon de liberté. Pauvre Marie. Hortense, au final, elle s'en sort mieux, hein. Clairement... T'imagines, n'empêche, on pouvait te marier à un vieux con, c'est horrible, hein. Ouais, Gigi, en fait, c'est Twitch qui a supprimé les sons. Comme, tu sais, pour les jeux vidéo, en fait. Et j'ai oublié, j'ai pas règle de mon côté parce que je pensais qu'il y aurait pas de problème. Là, j'ai rien capté jusqu'à son pas de chance. Bah, en gros, c'est un peu ça. Salut, Luciole. En gros, les deux se sont trouvées mariées à des hommes qu'elles n'aimaient pas. Et elles se sont fuies et elles ont essayé de se planquer. Et elles ont eu des contacts dans les cours, dans différentes cours d'Europe, qui leur ont permis de vivre, du coup, plus libre. Surtout Hortense. Marie, elle était plus coincée dans les couvents parce que son mari était toujours vivant, donc elle était soumise, quoi. Mais Hortense, ça va. Hortense, elle a réussi à se casser, elle a vécu en mode libertinage. Hortense, ça va mieux. Et t'as Marie qui était, du coup, la première amoureuse de Louis XIV. Et après, on a... Madame Tallien. Ah bah parfait, c'est mon tableau. Ah mais non! Mais pourquoi c'est si petit? Oh, que dites-vous? Ah, on voit bien.
Pourquoi cashback? Ah, ça doit être un site de vente. Remoon. Non, c'est pas Keki, non. Ouais, je comprends, Alice. C'était quoi l'histoire de l'oncle? L'histoire de l'oncle? Ah, bah c'est juste en gros... je crois que l'oncle, d'ailleurs, c'était... L'oncle, c'était le cardinal Mazarin. L'oncle, c'était le cardinal Mazarin, donc entre guillemets, le père adoptif de Louis XIV, celui qui a un peu régenté la France avec la reine mère. Et quand il est mort, du coup, ils s'entendaient... Enfin, les nièces du cardinal en avaient un peu ras le cul. Et quand il est mort, Hortense a dit « Enfin, il est crevé !» Ce qui montre qu'elle l'aimait beaucoup. Voilà. Quand les Français ont été montés contre Marie, Louis n'a rien fait, il ne pouvait pas. Ah, les Français n'étaient pas montés contre Marie, ils ne la connaissaient pas du tout. En gros, c'est Louis XIV donc était amoureux de Marie, ils étaient amoureux, ils flirtouillaient, etc. Il a annoncé à sa mère et au cardinal Mazarin qu'il voulait épouser Marie Mancini, donc la nièce du cardinal. Et les deux ont dit c'est mort, tu vas épouser l'infante d'Espagne, donc la princesse espagnole, pour sceller la paix entre l'Espagne et la France. Tu épouseras pas Marie Mancini qui est une que dalle, quoi, elle est rien du tout. Mais le peuple était pas du tout au courant que le peuple savait pas à qui baiser le roi. Hein, pas... Au Louvre, peut-être qu'il y en avait qui savaient, mais dans la cour, tu vois. Mais c'était plus des ragots, quoi. Mais t'excuses pas, Francis, y a pas de question idiote, hein. Au moment où elle s'est rapprochée de la reine espagnole. Ah, bah non, Louis pouvait rien faire. Mais c'est pas les Français, c'est la cour plutôt en fait, c'est les cours de France. C'est le peuple français savait pas qui était à la cour et qui était Marie Mancini. Le paysan au village de Brive-la-Gaillarde, il savait pas qui était Marie Mancini, tu vois ce que je veux dire? C'était plus les cours en fait, les gouvernements. Du coup, avec les bots, t'es passé au 22K ou pas? Ils vont pas rester, mais si ça nous sert à passer les 22K pendant une semaine, c'est bien. Bah non, c'est nul. C'est quand même mieux de passer avec les vrais trucs. Mais oui, du coup, on y est. On a passé les 22K. Ça va me faire baisser, au contraire. Ça me courrouce. Je ne baisse pas sur Twitch, je ne fais que monter. Enfin, ça me courrouce. Ça va pas m'empêcher de dormir, hein. Oui, j'ai dit Brive-la-Gaillarde de manière anecdotique. Du coup, Madame Tallien, la princesse émancipée, donc cette dame-là, est-ce que vous la connaissez? Je pense même que le paysan s'en foutait, oui. Ah bah t'as arraché Anna, t'as du retard. Ça fait 3 mois que je me suis coupé les cheveux. Il y en a, ils vont tiquer que je me suis coupé les cheveux quand ils auront repoussé. J'aime bien sa vibe. Ouais, moi aussi. Et je connais pas du tout non plus. Hein. Ah bah attends, je me chauffe un peu, mais... Ah, elle a une grosse... Non, ça va. Ça va, j'ai cru qu'elle avait une grande page, mais non. Tout va bien. Ouais, c'est sûr, Madame Bibine, c'est sûr. Alors, les villes les plus pourries du monde, faut peut-être pas déconner. Hein, mais... Salut Riri. Donc, Madame Tallien. Aristocrate espagnole, Teresa Cabarrus, 1773-1835, calculez donc son âge au décès, surnommée Notre-Dame de Thermidor, dont la beauté et la liberté en font la reine du directoire, devient la cible privilégiée du puritanisme ambiant en 1795. Les puritains, en gros, c'est ceux qui disent le sexe... Donc apparemment, ils aimaient pas trop la madame. Émancipée, elle est mariée très jeune à un homme qui dilapide sa fortune. Femme libre, elle revendique une sexualité active, une liberté inconcevable pour les femmes dont la place ne peut être qu'au foyer. Elle assume aussi ses 8 enfants, qu'elle a eu de 3 pères différents, dont 3 adultérins. Donc adultérin, ça veut dire pas hors mariage. Ainsi, l'histoire n'a longtemps retenu d'elle qu'une image négative de demi-mondaine, assimilée à une prostituée de luxe. Sa liberté de mœurs, grossie jusqu'à la démesure, l'a fait classer parmi les libertines débauchées. Divorcée de Tallien, avec qui elle eut une fille, Rose Thermidor, archétype des merveilleuses, elle est l'objet d'assertions extravagantes. Donc en gros, les gens racontent n'importe quoi sur elle. Ses tenues osées, les sommes folles qu'elle aurait jetées par la fenêtre ou perdues au jeu, lui assurent une réputation sulfureuse. Traitée d'objet de luxe, présentée comme une brillante potiche, une sotte retorse pervertie par l'argent, un parangon de dépravation, maîtresse du directeur Barras en 1797, puis du banquier Ouvrard, elle est traînée dans la boue. Pauvre bichette, tout ça juste parce qu'elle aime baiser, c'est quand même triste, hein.
On occulte toujours la mélomane, la salonnière intelligente et spirituelle, à l'humour corrosif, impliquée dans la vie politique de son époque, républicaine, amie de Madame de Staël et de Joséphine de Beauharnais. On efface aussi l'intellectuel, auprès de qui on prend conseil, et qui, dans ses écrits ou sa conversation, suggère sa parfaite maîtrise de Montesquieu et de Rousseau. De surcroît, elle se montre fidèle en amitié. En effet, devenue princesse de Caraman-Chimay en 1805, elle reste une des rares personnes attachées à un Barras malade et diminué, alors que toutes lui avaient tourné le dos depuis son éviction de la vie politique en 1799. Emblème de liberté, elle pâtit d'une légende noire, mise en place par le régime consulaire pour dénoncer la moralité, en première ligne celle des femmes, et l'immoralité du régime directorial. Cette régression, légalisée par Napoléon en 1804 dans le Code civil, fait de nouveau des femmes des éternelles mineures. Ajoutons que Bonaparte ne pardonnait pas à Teresa d'être restée insensible à ses avances. Tu penses. Mais en plus d'être une brillante intellectuelle, elle possédait le courage et les moyens financiers qui l'autorisaient à feindre d'ignorer les interdictions récentes qui la cantonnaient dans un rôle subalterne. Donc en gros, y avait une loi dans le Code civil qui faisait que les femmes étaient considérées comme mineures, donc en gros qu'elles ne pouvaient pas être indépendantes. Cette liberté ne signifie-t-elle pas pour Teresa une forme de résistance ? Une volonté d'affirmer cette liberté dont on venait de priver les femmes. Elle exprimait sans doute aussi un moyen de réinvestir l'espace public, d'où les autorités les avaient chassées, de heurter la bien-pensance, et par cette mode vestimentaire, parfois excessive, d'affirmer la volonté de libération des corps féminins. Ah la pauvre, c'est cul, hein. Ah bah tant mieux Néolis si ça te plaît. Bah Madame Bibi, non. Enfin, je pense que ton exemple est dangereux parce que tu choisis pas d'être SDF et en général ta vie est du coup dangereuse puisque tu risques de te faire violenter, tu risques d'avoir des maladies. Enfin, non, tu choisis pas d'être dans la misère en général. Donc le lien, je le comprends pas trop. Ouais, c'est ça, Ninon, ouais. Dracolos. Après, les grandes courtisanes. Là, on a des gros articles. Oh, Gabrielle Chanel. Dis donc. Oh, je pense que tout le monde la connaît, pour le coup. Mais est-ce qu'on connaît sa vie ? On va prendre une photo sympa. Oh, Dracolo, c'est trop shoot. Est-ce qu'on connaît ? Bah même, Madame Bibine, ça dépend en fait. C'est plus insidieux. Genre, personne force à mendier, mais t'es un peu obligé si t'as pas d'argent. Personne te force à aller en cours, techniquement, mais t'es quand même obligé de le faire. Donc, il y a... C'est plus dans les lois, certaines choses... Quoique si, certaines choses sont dans les lois, mais... on a plus de liberté, etc. Mais il y a des choix qui sont un peu biaisés. Oui, oui, Francis, tout à fait, tout à fait. Mais c'est encore le cas dans beaucoup de pays, hein. Oui, Coco Chanel, c'est ça. Donc on va voir, il n'y a qu'une page, donc ça va être un aperçu TGV, hein. Gabrielle Chanel délivre les corps et les codes. Dans l'histoire de la mode, Gabrielle Chanel révolutionne les codes de la féminité plus qu'aucune autre couturier ou couturière. Aucun ou aucune, pardon. Surnommée l'ange exterminateur du style 19e siècle par Paul Morand, elle invente une nouvelle relation des femmes aux vêtements et une nouvelle forme de séduction. En raccourcissant les jupes dans les années 20, elle prive les hommes du délicieux moment d'entreapercevoir une cheville. Et en rejetant corsets, guêpières et autres harnachements étranglant la taille et accentuant les hanches et les seins, elle rejette les canons traditionnels de la beauté féminine. Et elle refuse les robes à longues traînes surchargées de volants, les immenses chapeaux emplumés, les boutonnages et lassages insensés, les lourdes chevelures nattées. Sa devise ? Une femme doit pouvoir s'habiller sans domestique. Elle connaît ses premiers succès à Deauville et à Biarritz, au contact d'une clientèle huppée qui monte à cheval, prend des bains de mer et joue au tennis. La pénurie d'étoffes due à la guerre lui fait recourir à des tissus pauvres,
Jersey des maillots de matelot ou des sweaters de lad, lainage des vêtements de travail avec lesquels elle crée marinières souples, pantalons fluides et larges manteaux assortis de petits chapeaux. Au-delà de ses emprunts au vestiaire masculin et de son respect des lignes naturelles du corps, elle adhère au concept qui était déjà celui des dandys du siècle précédent. L'élégance tient moins aux vêtements qu'à la façon de le porter. Avec désinvolture, mains dans les poches, cigarette négligemment tenue, jambes croisées, mouvements naturels. Bref, tout ce qui fait l'allure. Sa carrière de femme refusant d'être entretenue, précisément parce qu'elle l'a été par plusieurs de ses amants, dont son grand amour, Arthur Capel, qui a financé ses premières boutiques, est exceptionnelle. En 1930, elle se retrouve ainsi à la tête d'un empire employant 4000 ouvrières et recevant près de 30 000 commandes par an. Sans compter les parfums, son numéro 5 fait d'elle la première couturière à créer un parfum, et la fabuleuse ligne de bijoux dont elle relève ses créations, sobre et souvent monochrome, entre noir, beige et blanc. Son retour en 1954, alors que la mode New Look de Christian Dior a relancé des stéréotypes féminins anciens, est un deuxième combat qu'elle mène tambour battant à plus de 70 ans. La petite robe noire, le tailleur gancé, le sac matelassé, les escarpins bicolores, les sautoirs de perles portés par de nombreuses personnalités de l'époque, Marilyn Monroe, Grace Kelly, Jeanne Moreau, Romy Schneider, Delphine Seyrig, Claude Pompidou, et aussi les femmes ministres des gouvernements de Giscard d'Estaing ou de Mitterrand, l'inscrivent dans une intemporalité faite de classicisme et de modernité. Pour autant, elle ne se revendiqua pas féministe dans les années 60 et détestera les blue jeans et les mini-jupes. Paradoxe d'une femme libre, consciente de sa solitude et de son âge, et qui se fit l'ange exterminateur du XXe siècle. Elle est un peu comme... elle me fait penser à la Miss qu'on a vue tout à l'heure. Genre, elle veut pas être dans le courant féministe, mais elle fait des trucs, tu vois. Dans ce genre-là. Oui, tout à fait, France. Mais le corset, je suis d'accord. En fait, ce qui est abusé, c'est que ce soit obligatoire. C'est ça le truc. C'est quand les mœurs sont un truc obligatoire que c'est relou. Donc, ouais, grave, elle a fait des trucs, hein. L'ange exterminateur, ouais, ça pique un peu, hein. Ah, il y a une double page sur Colette. J'adore Colette. Mais 2 pages, quoi. Oui, grave Dracolos. Ça fait un lien avec Joséphine Baker, j'avoue. On fait Colette quand même? Est-ce que vous la connaissez Colette ou pas? Peut-être que du coup j'arrêterai pas longtemps après. Hein. Elle ressemble à Chatoun. Putain, celle-là je pense qu'elle lui plairait plus. Faut trouver une photo, j'aimerais bien trouver une photo qui plairait... Ouais mais là c'est un bouquin. Là c'est avec son mari. J'adore celle-là. Bon, elle va être un peu petite, mais... Ah, peut-être celle-là est mieux. Vous allez voir, elle est incroyable. Je trouve qu'elle ressemble à Chatoun de visage. C'est con, elle est pas là. Je dirais. Bon, c'est 2 pages par contre, hein, donc... C'est un peu dense. Salut Acacia. Hop. Prêt pour Colette? J'attends mes oui. J'aime bien avoir des oui. Magnifique. Colette, toujours dans l'air du temps. Aujourd'hui que le temps a fait son œuvre, plus de 60 ans après sa disparition, il faut envisager Colette dans toute sa modernité, trop longtemps niée.
La petite fille née en 1873 à Saint-Sauveur en Puisaye, un village de l'Yonne alors à l'écart des grandes routes cernées par les forêts et les étangs, et dont les études ne dépasseront pas le brevet élémentaire, deviendra un des plus grands écrivains du XXe siècle. À l'origine de cette carrière, un homme. Son premier mari, Henri Gauthier-Villard, dit Willy, célèbre journaliste qu'elle épousa en 1893, qui lui ouvrira les portes de la littérature. Ce qui fait dire à sa mère, celle qu'elle nomme Sido dans ses écrits, ouvrez les guillemets, « Si tu n'avais pas vécu quelque temps avec ce phénomène, ton talent ne se serait pas révélé. » Fermez les guillemets. La vagabonde, Chérie, La maison de Claudine, La naissance du jour, Sido, Le pur et l'impur. Les chefs-d'œuvre se succèdent sous la plume de Colette, qui va se trouver confrontée à la plupart des grandes ruptures du siècle, les devançant le plus souvent. Elle sera l'une des premières à s'intéresser à la cause animale, à une époque où celle-ci est encore impensée, comme elle l'écrit dans Le Matin le 12 mars 1914 à propos des jardins zoologiques. Ouvrez les guillemets. La condition des bêtes encagées, si l'on s'y arrête, est un tourment pour l'esprit. On oublierait la prison, la misère de ces êtres puissants et condamnés, s'il n'y avait pas à chaque instant, et pire que leur va-et-vient maladif d'une paroi à l'autre, cette habitude désolée de lever la tête vers le ciel, cet appel à la lumière, au vent libre, cette prière de la bête qui croit jusqu'à la mort à la délivrance. Fermez les guillemets. Dans un texte de 1937, Amertume, repris dans son ouvrage En pays connu, elle avoue « Je crois que je n'irai plus jamais dans un jardin zoologique, ni une ménagerie. Je crois, oui, que c'en est fini pour moi des stations devant les cages. » Avec plus de 80 ans d'avance, elle s'empare d'un sujet qui vient de trouver sa conclusion avec la déclaration de la ministre de la Transition écologique, Barbara Pompili, annonçant le 29 septembre dernier que la présentation des bêtes sauvages dans les cirques itinérants allait être progressivement interdite en France. C'est elle encore, avec son roman La naissance du jour, qui invente en 1928 ce que l'on appellera bien plus tard l'autofiction, ce procédé littéraire où l'auteur se donne le statut de personnage au cœur de sa fiction, et qui illustre de nos jours avec succès des écrivaines comme Christine Angot ou Annie Ernaux. Et quant à la vogue actuelle des gender studies, c'est-à-dire l'étude des genres, elle nous invite à relire l'œuvre de Colette sous une nouvelle perspective. Chez cette écrivaine, le genre est fluctuant, jamais fixé durablement. Exemple, ses amis, eux, sont des chic types. Ses époux répondent à des surnoms inattendus. Elle appelle Willy Doucette, et Henri de Jouvenel, son second mari, est surnommé la Sultane. Plus généralement, on assiste chez ces personnages à une sorte d'inversion des caractéristiques habituelles. D'ordinaire, dans le roman français traditionnel, l'homme est le sujet, la femme l'objet, et ce depuis des siècles. Colette rompt avec ce schéma. Seule à son époque, elle fait de la plupart de ses héros masculins des sortes d'hommes-objets. Phil du blé en herbe, Chérie, Viale de La naissance du jour. Si ces livres nous parlent du vieil affrontement des deux sexes, c'est d'un point de vue strictement féminin. Même Madame de Staël, même George Sand n'ont pas osé aller si loin dans la transgression. Aujourd'hui, alors que les femmes sont entrées massivement en littérature et que l'on parle d'une écriture féminine, on s'aperçoit qu'une fois de plus, Colette est à l'avant-garde. Saint-Tropez en 1926, quand Colette y achète une petite maison qu'elle baptise la Treille Muscat, est encore un paisible port de pêcheurs connu de quelques peintres et écrivains. Ni boutique de luxe, ni vedette de cinéma en mal de publicité. 6 ans plus tard, en mars 1932, tout a changé. Comme l'écrit Colette, ouvrez les guillemets. Saint-Tropez, boîte à débardeurs truquée pour touristes riches, 200 autos de marque à partir de 5 heures en travers du port, cocktails, champagne sur les yachts à quai. Le tout Paris est déjà là. L'été 1938 sera le dernier qu'elle passera à la Treille Muscat. Trop de monde sur les plages, trop de voitures, trop de yachts. Ouvrez les guillemets. Déjà plein, Saint-Tropez attend la ruée. C'est horrible. Fermez les guillemets, écrit-elle à un ami début août. Quelques jours plus tôt, elle confiait à une proche avec le même enthousiasme que naguère. Il fait ce temps que je ne puis dépeindre. Chaleur, fraîcheur, tout est ensemble. La Treille Muscat est un orage compact de verdure et de fleurs. Fermez les guillemets. Et l'on comprend qu'elle ne se console pas du saccage de la nature, des souillures que provoquent ces afflux de touristes. C'est le cœur serré qu'elle abandonne sa demeure. La cause animale, l'écriture féminine, la défense des espaces verts, l'autofiction, Saint-Tropez. Colette a été une pionnière dans bien des domaines, et son influence continue à se faire sentir. Jamais peut-être qu'elle n'a été aussi proche aujourd'hui des préoccupations de ses lecteurs. Et j'ajoute que pour le coup, elle a été mariée à 2 hommes, mais elle a été également très amoureuse de plusieurs femmes. Elle s'habillait en homme, d'où cette photo en fait. Il y a d'autres photos où elle est en femme, mais elle s'habillait en homme quasi tout le temps à la fin de sa vie. Et je trouve que c'est une... Moi j'ai vu le film Colette, c'est comme ça que je l'ai découvert, avec Keira Knightley, je l'avais découvert au cinéma il y a quelques années, et j'adore ce film, je le trouve génial, et je le trouve super inspirant en fait.
Donc pour le coup, pour moi, c'est vraiment la femme qui incarne la liberté. Et ça n'empêche pas qu'elle ait eu plein de doutes, des phases déprimées. Elle a dansé sur scène aussi. Elle a dansé sur scène alors qu'à l'époque, ça faisait vraiment scandale et tout. Enfin, c'est un de mes coups de cœur. Enfin, je la trouve super inspirante. Ah ouais, ouais, elle est belle, elle est libre. Enfin, pour le coup, elle sortait grave des carcans, quoi. Ah ouais, bah je vous le conseille. Bah attends, le film, je crois que j'ai l'affiche. Ouais, là. C'est lui le film de Colette. Et je crois que c'est la première fois, je pense, en voyant le film, que j'ai senti, entre guillemets, l'attrait de la non-binarité. Le côté où j'ai... En fait, ça m'a donné une piste pour comprendre. À l'époque, j'avais du mal à comprendre comment on pouvait se sentir non-binaire, en fait. C'était pas du tout que je jugeais en mode négatif, c'était juste que vraiment, je vous avais déjà expliqué, mais j'arrivais pas à comprendre. Tu sais, pour moi, genre, t'es une meuf, hein. Je comprenais pas, tu vois, que tu veuilles pas de genre, tu vois. Et c'était une des premières pistes qui m'a donné le sentiment, la piste de sentiment là-dessus. Ça a été le premier, la première branche sur laquelle j'ai pu me raccrocher pour dire ok, je crois que je cerne un peu le truc. Et en fait, après, bah, j'ai eu plein de discussions avec plein de gens. Puis voilà, enfin, j'ai vu, j'ai lu beaucoup. Et du coup, d'ailleurs, c'est assez drôle. Enfin, drôle, j'en sais rien. Mais c'est assez perturbant puisque je me suis moi-même fait cette remarque. Je sais pas si c'est quand je me suis coupé les cheveux. Mais j'ai eu cette envie aussi de pas être genrée en fait. Je pense que en fait ce qui me perturbait c'était l'espèce d'acharnement qu'il y avait de certains comme d'hab hein, qui aveuglent un petit peu le truc, mais l'idée de la non-binarité en fait c'est plus de sortir des carcans imposés pour les genres. Si t'es ni genré au masculin ni au féminin, ça veut dire qu'en gros t'es juste toi. Et je l'ai ressenti à quelques moments, cette envie de juste pouvoir être moi, tu vois. Ça m'est arrivé à quelques reprises. Le titre c'est Colette Francis. C'est plus, y a pas plus simple. Ouais, Nocteli de ouf. Après bon, j'en suis pas au stade où j'ai ce besoin. J'ai ce besoin d'ailleurs, c'est pas un besoin, c'est plus une sorte d'idéal, tu vois. Mais je me sens essentiellement femme. Mais il y a des moments où ça me tente, cette espèce Enfin, je sais pas si on peut dire androgynité, ça n'existe pas. Mais cette espèce d'entre-deux. Déjà, c'est tout à fait le genre de personnes sur lesquelles je crush de ouf. D'ailleurs, hier au ciné, quand j'attendais Poète Poète qui était en retard, j'ai croisé une femme qui était genrée masculin, je pense. Enfin, du coup, c'était ouais, non-binaire. Je sais pas comment on peut désigner une IEL. Comment on dit Une personne Une personne. Une personne qui était justement dans l'entre-deux, on va dire. Et waouh, j'ai eu un coup de foudre. Ça m'était pas arrivé depuis longtemps. J'étais waouh, demande-moi de t'épouser, tu vois. Mais ouais, une personne. C'est juste que ça peut se répéter vite, quoi, dans mes phrases. Mais du coup, j'adore. Enfin, c'est une espèce d'une espèce de liberté, en fait. C'est une espèce de liberté d'être dans cet entre-deux qui est assez grisant, je trouve, à ressentir. Et c'est le crush, mais grave, de ouf. Après, il y a une différence entre crusher sur des personnes qui, justement, ne veulent pas se genrer et le ressentir toi. Mais je l'ai ressenti à quelques reprises. Bon, après, je l'ai toujours ressenti à des moments, forcément, mais particulièrement depuis que je me suis un peu questionnée sur ces ressentis-là, puis depuis qu'on en parle autant, en fait, tout simplement. Ouais, je comprends, pétoncle. Tu me tues avec tes crushs. Bah oui, mais en même temps... Bah moi, pour le coup, je me sens... En fait, je pense que tu renies pas... En étant non-binaire, tu renies pas d'être une femme. C'est plus t'es toi, quoi. Parce que pour le coup, la personne sur laquelle j'ai croché, du coup, je sais pas comment IEL voulait se genrer, mais elle avait clairement... IEL avait un magnétisme très féminin. Et ça se voyait à sa façon de regarder, de se tenir, qui avait une grande posture féminine, mais en même temps un look qui peut apparaître genré masculin, quoi.
Et je trouve que c'est justement cette espèce d'ambivalence-là qui est très grisante. Pour moi, c'est être les deux non-binaires. C'est pas être aucun des deux, c'est être les deux. Mais en fait, justement, j'avais lu un bouquin là-dessus qui était super intéressant, je vous en avais parlé en update. Mais j'avais trouvé ça très intéressant. En fait, tous les termes qui existent, demi-boy, non-binaire, etc., c'est des termes qui peuvent paraître un peu lourds et pesants quand t'es pas dans le truc et que t'as l'impression qu'il y en a 50 000. T'es en mode, waouh, qu'est-ce que vous nous sortez là, ça existait pas il y a 5 ans. En fait, c'est des étiquettes qui servent à mettre l'idée. Peu importe. Le bouquin que j'ai lu m'avait fait. C'est celui qui m'avait le plus expliqué la chose, on va dire. C'est qu'en gros, ces étiquettes-là peuvent sembler lourdes, mais on s'en bat les couilles. En fait, au final, ce qui compte, c'est la liberté qu'il y a derrière. Donc pour le moment, les étiquettes sont nécessaires, mais l'idéal, c'est de plus en avoir besoin dans quelques temps, quoi. Je voulais savoir, les femmes qui disent aimer se travestir, en fait, pour moi, elles s'habillent de manière normale. Je veux savoir ce que je comprends pas bien. Parce que pour moi, se mettre en pantalon, c'est pas se travestir, mais je vais pas contredire non plus. Je sais pas si le terme de se travestir est correct, du coup, Francis. Je ne sais pas du tout. Oui, mais c'est ça, Ryzen, en fait. En fait, tous les termes non-binaires, demi-boy, demi-girl, etc., c'est des termes qui peuvent paraître surfaits, mais en fait, ils servent à hésiter ça, en fait, Ryzen Light. Justement, le côté, ah, c'est pas très féminin. Oui, bah, je suis non-binaire. Tu vois, voilà. En gros, c'est un peu comme être pan. Eh ben, tu couches avec une fille. Oui, je suis pan. Et avec un gars, bah, je suis pan. Oui, c'est ça, Orlan, c'est ça. Être non-binaire, ça veut dire ne pas être femme ou homme. Donc tu peux être les deux ou aucun des deux. Moi, je suis aucun des deux. Alors ça par contre, comment tu peux être aucun des deux? Parce que t'es forcément un être vivant. Ça veut dire que tu te sors de tous les codes qui existent. C'est très ambitieux, non? Parce que être les deux, j'entends l'idée. C'est genre, ça veut dire que tu es la vie, en fait, tout simplement. Tu vois, t'es pas genré homme ou masculin, t'es genré être vivant. Ok. Mais être aucun des deux, ça veut dire que t'as réussi à t'émanciper de tous les codes qui existent. Ça me semble utopique. Oui, gender fluid aussi, ouais. Gender fluid, c'est plus que tu changes, non? En fonction de tes humeurs. Enfin, de tes humeurs, de tes moments. J'avais lu un bouquin, je crois que c'est dans La Faucheuse. Dans le dernier tome de La Faucheuse, il y a un perso de gender fluid et en fonction du temps qu'il fait, et elle se sent plus homme ou femme. Demi-boy, alors, la personne t'expliquera sans doute mieux, mais il me semble que demi-boy, c'est que. C'est quoi, je vais regarder, parce que je risque de dire une connerie. Je vais dire une connerie. Il me semble que c'est non-binaire, mais avec une préférence masculine. Mais je dis peut-être une connerie. J'ai que des trucs en anglais. Je laisse quelqu'un expliquer. Ah bah c'est ça. C'est quand on se sent non-binaire, mais un peu plus du côté féminin ou du côté masculin. Ouais, c'est ça. Gender fluid aussi, oui, parfois tu te sens plus homme ou femme. Oui, mais en fait, on est d'accord que toutes ces caractéristiques, demi-boy, demi-girl, non-binaire, gender fluid, en gros, ça désigne une envie de tout simplement pas se genrer ou de se genrer de manière libre. C'est-à-dire, en gros, de pas répondre aux carcans imposés par la société qu'on a. C'est clairement une réponse à ça, en fait. C'est ça le truc. Et c'est ça qui peut un peu. Oui, mais c'est ça qui, du coup, en fait, quand tu comprends pas. Faut vous rappeler que moi j'ai 30 balais, hein. Enfin 32 bientôt. Donc c'est-à-dire que moi, je découvre toutes ces choses-là qui se mettent en place grâce à vous, avec vous, etc. Et je veux toujours comprendre et essayer voilà, de vous comprendre, vous vous sentiez bien, ne pas dire des choses qui puissent vous froisser, etc. Donc forcément, moi, quand ce concept-là, entre guillemets, est apparu, mes potes comprennent rien. Hein. Et ils ont 30 ans, hein. 30 ans, c'est pas 60. Hein. Donc, il faut bien se dire que c'est pas évident pour toutes les générations et tout le monde ne fait pas l'effort de comprendre. Donc, faut se dire que quand t'es extérieur à tout ça, pour vous, c'est naturel parce que vous vous sentez là-dedans, vous avez des contacts là-dedans, etc. Mais quand vous êtes quelqu'un d'extérieur à tout ça, avoir des gens qui vous disent ouais, je suis demi-boy, et puis par contre, tu dis pas ça parce que sinon c'est homophobe ou parce que machin, ça, en fait, ça perd pied. Et le fait d'avoir une telle foisonnance de termes, pour les gens qui connaissent pas, ils ont un côté assez intolérant du coup, en mode ouais, bon bah c'est une phase, c'est un délire, ils sont jeunes, même s'il y a des personnes qui sont pas jeunes, hein, mais.
Oui, Théo, tout à fait. Tout à fait. C'est juste qu'il faut, en fait, je pense qu'il faut que tout le monde essaie de se comprendre. C'est-à-dire que les personnes qui sont pas dans tout ça, enfin, dans tout ça, voilà, dans le milieu LGBTQI+, forcément, ils comprennent rien. Et les réponses, des fois, sont très agressives. C'est-à-dire que quelqu'un qui va parler, je sais pas, qui va dire des trucs assez génériques, genre ah, les femmes ont de beaux seins, par exemple. Oui, non, et encore, cette phrase-là n'est pas fausse, hein. Parce que les femmes ont de beaux seins. Simplement, tu peux aussi avoir des beaux seins et pas être une femme. C'est ça la subtilité en fait. Mais justement, quelqu'un qui va dire les femmes ont de beaux seins, il va être pris genre ouais, et ceux qui ont des seins et qui sont pas des femmes. Et là, clairement, ça coupe en fait. En fait, il faut bien faire la part des choses. C'est pas parce qu'on dit que les femmes ont des beaux seins, ça veut pas dire que ceux qui ne sont pas des femmes n'en ont pas non plus. Enfin, tu vois, c'est ça qui peut être très dangereux. Et je pense que ça peut vite mener à de la tolérance. Les gens peuvent vite se sentir, tu vois, agressés. Sans être mal intentionné pour autant. Hein. Oui, non, mais clairement, Marine, clairement. Hein. Donc je pense qu'il y a des efforts à faire. Moi, ce qui est cool, c'est que j'ai pu en parler avec vous pour comprendre et vraiment assimiler la non-binarité de manière générale. J'en ai parlé avec vous combien de temps? Combien de discussions on a eu super denses, super passionnantes d'ailleurs. Vous avez été très compréhensifs, vous avez pris le temps de m'expliquer, de me parler de vos ressentis et tout. Combien on en a eu pour que je réussisse vraiment à comprendre et pas juste à accepter. Ah mais c'est ça Jojo de fou. Parce que autant la binarité, déjà tout ce qui est homosexualité, etc., c'est assez compliqué pour beaucoup, tu vois. Moins qu'avant, mais quand même. Genre homme aime homme, femme aime homme, enfin le côté simple entre guillemets quand même. Mais le côté non binaire, c'est compliqué, hein. C'est ça Natour de ouf. Mais il faut que les gens soient curieux et que ceux qui expliquent soient gentils. Parce que clairement, si je vous avais posé des questions et que vous m'aviez dit, je sais pas, que vous m'aviez envoyé chier ou que vous aviez été très sec ou très cassant, je vous avoue qu'au début, les premières fois que j'en ai parlé avec mes modos, bon, en même temps, les premières questions c'était avec mes modos, donc ça s'est forcément bien passé. Mais j'ai vu quelques sorties sur TikTok ou des trucs comme ça où j'étais en mode, tu sais, un peu le même a priori qu'ont certains sur les féministes ou sur les véganes, tu vois. Genre en mode, ouais, mais c'est des connards en fait, tu vois, genre, pourquoi ils parlent comme ça, pourquoi ils agressent. Et en fait, c'est juste que bah, tu retiens le négatif, donc heureusement, je ne me suis pas arrêtée à ça, tu vois. Mais la bisexualité, c'est compliqué pour certains. Mais en fait, ça serait bien de juste pas se poser des questions et de juste faire sa vie, quoi. Mais en plus, c'est des nouveaux mots tout le temps. Help, c'est un truc de ouf. Ah, je comprends Noctelli, ouais. Ah, mais ça, c'est pareil, on parle d'ici à ce qu'ils comprennent ça. Dracolos, tu avances. Ouais, mais Joël, dans ce cas-là, c'est valable pour tout. En fait, le truc, c'est que justement, ta phrase est très intéressante. Je vais la relire. Du coup, le problème, c'est qu'il y a des gens qui cherchent le débat uniquement pour nous contredire. Donc, à force, on est un peu sur la défensive. Dans ce cas-là, tu débats pas. Si tu n'as pas le recul et le calme pour débattre, tu débats pas. Faut pas. Parce que tu desserres la cause, forcément, si tu t'énerves. Et de manière générale, hein. Comme les féministes, putain, moi ça me rend ouf de voir des meufs qui disent ouais, les mecs, de toute façon, ils peuvent pas parler des féminismes, on veut pas d'eux, brûlez-les, bon, j'exagère et encore à moitié, ça me rend ouf. Et elles ont des raisons, hein, elles ont des raisons personnelles, mais ça, tu dois pas mettre tes raisons personnelles dans une cause générale. C'est ça, Dracolos, dans un mois, t'auras tout. Ouais, t'as mis de ouf, hein. Parce que ça, le problème, c'est que. Bon, après, ça dépend, évidemment. Je parle pas d'une soirée où tu parles avec le copain du cousin. Bon, là, évidemment, tu. Le mec vient de faire chier, genre, ah, t'es féministe. Ouais, nique ta mère. Je suis vulgaire, mais tu vois, bon. Voilà, là, mais bien sûr. Je parle sur les réseaux. Je parle sur les réseaux. C'est plus quand tu prends la parole en public, j'ai beaucoup de mal avec ceux qui dosent pas. Ceux qui dosent pas un minimum, quoi. Toujours le côté, en fait, où on veut imposer sa vision aux autres. Et ça, c'est assez compliqué. Bref, on a dérivé. Mais c'était intéressant, enfin on a dérivé. Colette nous a fait dériver, mais c'était comme d'habitude très intéressant. Il y a la question des alliés aussi, pas simple comme question. Perso, je pense qu'on peut tous soutenir, mais peut-être intervenir différemment selon notre rôle, genre, etc. Alors, il y a tout à fait. Alors, il y a une différence entre soutenir une cause et se l'approprier. Un homme qui va dire je sais ce que vit une femme, je soutiens,
c'est déplacé. Par contre, un homme qui dit ce que vivent les femmes, c'est insensé, c'est pas normal, je les soutiens, c'est bien. C'est juste ça en fait. Ah ouais, Jojo, ouais, non mais tu m'étonnes, tu m'étonnes. Oui, je sais, Tammy, tout à fait. Tout à fait. Ouais, alors ça de ouf, Francis. Pour le coup, alors c'est un peu le on peut plus rien dire, c'est risqué de faire des blagues sur le net maintenant. Hein. Même des blagues, des imitations, des choses comme ça, faut faire attention. Je sais pas si c'est la société qui veut des cases ou les gens. La société ne nous impose pas de cases pour le coup au niveau de nos attirances sexuelles. Hein. C'est nous, hein. C'est nous, toutes les multicases qui existent là, les sous-catégories de genre, d'attirance, etc. C'est nous qui les avons fait. Ouais, non, mais Théo, voilà, mais ça. En fait, tu peux pas. Les gens ne peuvent pas parler à notre place. Je pense que quelqu'un qui n'est pas. Tu vois, c'est comme la dernière fois quand on parlait des femmes voilées. Et je vous disais que j'étais vachement triste pour les femmes qui, du coup, se faisaient interpeller, se faisaient emmerder parce qu'elles portaient le voile alors qu'elles ont rien demandé à personne. Je veux pas dire que je comprends ce qu'elles ressentent. Même si c'est une phrase qui peut sortir assez spontanément, genre en mode de soutien, tu vois. C'est pas une phrase qu'il faut mal prendre. C'est une phrase gentille de base. Mais si je commence à intervenir sur les réseaux en disant oui, je sais ce que vivent les femmes voilées, je suis avec elles, elles vont gentiment me répondre non, gentiment. Elles vont me répondre non, et c'est normal. C'est normal. Ouais, mais en fait, c'est ça. Enfin, pour moi, il y a trop de cases. Mais c'est mon point de vue de vieille. Hein. Moi, à mon époque, il y avait que gay, bi ou lesbienne. Donc forcément, moi, j'étais à l'époque où c'était quand même plus simple. Mais étrange genre, il y avait aussi quand même. Enfin, on disait transsexuel à l'époque encore, mais on connaissait le concept de transgenre. Mais la non-binarité, par exemple, j'en avais jamais entendu parler. Enfin, personne n'en avait entendu parler dans mon entourage. Moi, je pense que les cases, ça peut permettre aux gens de mieux se comprendre et de pas se sentir seuls. Mais je pense que les cases peuvent aussi vachement enfermer. Ouais, Francis, c'est ça. En fait, spontanément, on le dit, tu vois, je te comprends. C'est le truc que tu dis pour soutenir. Genre, je sais pas, ton pote qui va super mal parce que il s'est fait larguer. Ah, je te comprends, courage. En vrai, tu peux pas comprendre, mais on va dire que c'est accepté comme phrase de soutien, quoi. Je le prends pas mal, perso, tu vois. Quelqu'un qui me dit je te comprends, je suis avec toi. Oui, bah, évidemment qu'il peut pas me comprendre en tant qu'individu à ma place, mais je comprends l'intention derrière, tu vois. Donc. Faut essayer de. Moi, j'essaie de nuancer quand j'ai le réflexe. Quand j'ai le réflexe de dire ah, je te comprends, après je fais ah, non, je peux pas, mais tu vois, bon, j'essaie de me rattraper. Bon, ça doit m'arriver de balancer je te comprends sans nuancer le truc, mais bon, je pars du principe que c'est compris tacitement, quoi. C'est pas. Faut pas non plus. En fait, voilà, faut pas tomber dans le. Clairement, si je dis à un pote je te comprends et qu'il me répond ouais, bah non, t'es pas à ma place. Ouais, bon. Ça va que t'es triste, tu vois, mais tu comprends ce que je veux dire, quoi, je veux dire, tu vois. Un pote qui me reprendrait pour ça me ferait chier quand même, quoi. Je serais en mode, ouais, tu joues sur les mots, quoi, enfin, t'as compris ce que je voulais dire. Mais du coup, ouais, effectivement, j'ai cinéma à 13h, 13h30 ou 13h d'ailleurs. C'est quoi, attends, je regarde. Calendrier. 13h30. Oh, ça va, je pars à 13h, tranquille. Je vais voir Envole-moi. Et du coup, je pense que pour lundi, je vais tourner une vidéo où je vais parler de 3 films à l'intérieur. Va falloir que je sois concise. Ah, tu vas voir quoi, Jojo? On va voir. Attends. Je vais réussir à. Billy Holiday. Je l'appelle Billy Eilish à chaque fois, ça me fume. Bonjour, j'écoute depuis un moment. Je trouve dommage que l'on doit se mettre dans une case. Ça prouve que ce n'est pas complètement accepté pour dire qui on aime et ce moment ne devrait pas justifier par une case. Je suis d'accord. Comme pour le genre, en fait. Faudrait qu'il n'y ait plus de trucs de genre, quoi, pour être tranquille. Je vais essayer de faire plus court, Dracolos. Challenge. Plus court de 30 minutes pour parler. En vrai, en fait, il y a Billie Holiday, dont je veux parler vraiment. Et le film que je vais voir cet après-midi, donc Envole-moi, je pense qu'il n'y a pas grand-chose à dire, mais je vais quand même dire 2-3 trucs. Pour dire ce que j'en ai pensé rapidos. Et je regarde un film sur Netflix que je finis ce midi en mangeant. Et pareil, j'aimerais bien le mentionner parce qu'il est cool. Ah ouais, Billie Holiday est génial. Franchement... Ah, ça me dit rien, Jojo. Je l'ai pas vu. Dans ma liste. Ouais, Billie Holiday, il est vraiment... Il est dur, mais...
Grave Ryzen de ouf. Envole-moi du coup, ah, mais pareil, envole-moi, il y sera plus la semaine pro, c'est sûr. Il reste... Là, j'ai une séance aujourd'hui, à 13h. C'est tout. Donc, et j'ai pas pu voir le film avec Emmanuel Béard, j'ai le seum, hein. Les films, il reste 2 semaines. Genre là, cette semaine, ils ont sorti 6 films. Et ils en ont têche, du coup, bah, ils en ont têche 4. Envole-moi, il est sorti la semaine dernière. Là, il a une séance par jour. Donc, inutile de dire qu'il saute mercredi prochain. Donc, en vrai, pour voir les films, là, faut... Pour ça, là, j'ai vu 2 films en 2 jours parce que sinon, c'est mort, en fait. Non, je connais pas Francis. Ah, Marine. Eh, pas faux. Il y a un petit lien. Merci Noctelli. Du coup, bah c'est ça Natour. Là, les ciné vont être saturés pendant un moment. Billie Holiday, c'est sur la chanteuse justement, Joël, en fait, qu'il y avait une chanson Strange Fruit qui a été, qui parlait des lynchages des personnes noires aux États-Unis. Et en fait, elle s'est fait censurer de ouf. Et à l'époque, il y avait une grosse poursuite de la drogue. Parce que déjà, ils avaient échoué avec l'alcool, donc ils voulaient pas foirer avec la drogue. Et en fait, en gros, elle s'est fait pourrir par le gouvernement en place. Soi-disant pour la drogue officiellement, alors qu'en fait, officieusement, c'était pour qu'elle ne chante pas cette chanson qui faisait un peu scandale à l'époque, quoi. Et c'était... Alors, la femme est droguée, elle a un parcours de vie affreux, elle sort avec des bolos, enfin voilà. Mais c'était sacrément impactant. Donc, et ouais, j'ai pleuré à la fin. J'ai eu... je sens que je m'en rends compte. En fait, j'ai pleuré de colère. Je vous dis pas pourquoi. Mais à la fin, j'ai pleuré de colère, en fait. Genre, je me sentais impuissante de ouf. Ça m'a saoulée. Et j'ai pleuré sans m'en rendre compte. C'est sorti tout seul. Du coup, allez, je vous laisse. Comme ça, je vais bouffer. Après, je vais au ciné. Après... ou je tourne, ou je me repose, et stream ce soir. Je sais pas ce que je fais ce soir, ça peut être papotage, ça peut être éventuellement voir d'autres streamers, faut voir un petit peu ce qu'il y a. Donc on verra. On a le choix. Oui, bah oui, c'est une chanteuse, Billie Holiday. Et à la base, la première story que j'ai fait, j'avais écrit Billie Eilish, et en fait, c'est Poète qui était avec moi, il fait non, c'est pas elle. Ce soir, c'est 21h. Bisous, passez une belle journée, et merci pour cette matinée fort enrichissante. Une fois de plus. Bonne app!